à l'insu même de la limite de votre conscience ici. Et on va lire ici, au niveau médical, c'est merveilleux. Pensons encore un petit peu aux dérives. On a parlé il y a quelques années des détecteurs de mensonges. Il ne faudrait surtout pas que ces techniques passent au niveau de la loi, comme des techniques d'investigation pour donner le droit d'aller rechercher dans le mécanisme physiologique, dans le mécanisme fonctionnel, c'est faire un procès d'intention. Qu'est-ce qui prouve que ce qui fonctionne là n'est pas lui-même soumis encore à un autre contrôle? Ce n'est pas parce qu'on a pensé ou rêvé d'un inceste que l'on est accusé d'inceste. Donc on ne passe pas à l'acte. Le psychiatre dira, ce n'est pas parce que vous avez rêvé d'un inceste que vous êtes quelqu'un à enfermer. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé de tuer quelqu'un que vous devez être mis en prison. Donc le mécanisme qui se passe là-dedans est effectivement un mécanisme qui peut donc montrer un fonctionnement, mais il ne faudrait surtout pas qu'il passe dans la loi, parce que quand il passera dans la loi, le juge, lui, n'est pas là pour apprécier si c'est effectivement, ça devait être pris comme élément ou pas. Si c'est dans la loi, il applique la loi. Et donc vous voyez que des techniques nouvelles vont faire qu'on est de plus en plus dessaisi. Et alors, dans tout cela, est-ce que notre liberté, elle est gardée? Notre liberté pour l'homme de décider en connaissance de cause, ce qui présuppose l'existence de la connaissance de soi. Parce qu'on sera libre que si on sait qui on est. Connais-toi toi-même. C'était écrit déjà chez les Grecs. C'était écrit à Delphes, là, sur le temple, sur le chemin qui monte au temple tout en haut de la colline là. Et puis ensuite cette liberté, j'ai le trou là. C'est Apollon, c'est dans le temple d'Apollon. Voilà, ici, c'était sur la voie sacrée qui est montée. Et puis dans cette liberté, elle n'est possible que si vous le connaissez vous-même. Y a-t-il égalité entre les hommes? Qu'est-ce que non? Il n'y a pas égalité entre les hommes. Il est évident que cette égalité, d'abord, elle dépend des cultures, elle dépend aussi des capacités financières, des capacités d'ouverture, des capacités... Mais le corps n'est pas une marchandise, en tous les cas. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir faire un gros effort, parce que des pays, des services médicaux se sont spécialisés dans la rencontre entre donneurs et receveurs, et nous ne sommes pas égaux là-dessus, puisque, effectivement, donc, celui qui aura de l'argent, c'est évident qu'il va aller un peu plus loin dans la démarche que celui qui n'en a pas. Alors finalement, le mot quand même va être lâché, fraternité, solidarité. Et je pense que c'est peut-être aussi là-dessus qu'on doit essayer, encore simplement, de dire en nous-mêmes, est-ce qu'on a envie de penser que l'autre peut être aidé? Est-ce qu'on peut encore aider quelqu'un aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'on en a encore un? Je pense que c'est possible, à condition d'être modeste sur ce qu'on connaît de soi-même, et de savoir se dire que notre nous-mêmes ne se limite pas à notre corps, à notre manière de penser, mais à ce qu'on laisse chez les autres aussi. Voilà, c'est un peu ce que je dirais pour le moment. De toute façon, j'ai dit, et mesdames, messieurs, j'ai dit, mais bien entendu, je n'ai pas tout dit. Je reste à votre entière disposition. Mon frère Régis, je te remercie énormément de cet exposé qui ouvre effectivement beaucoup de portes et de fenêtres, je dirais aussi, sur de nombreux sujets. La parole maintenant va circuler dans l'audience. Vous pouvez poser vos questions ouvertement et toutes les questions que vous voulez à Régis. Je voudrais aussi noter que vos questions peuvent aussi concerner ce sujet autant que la franc-maçonnerie et le Grand Orient si vous en avez. Et je le dis tout de suite, c'est que vous pouvez poser vos questions maintenant. Il y aura aussi une possibilité de poser vos questions plus directement à Régis ou à moi-même à la fin de la conférence. Alors, on sera complètement à votre disposition, peut-être un peu plus ensuite en petit groupe, si vous souhaitez qu'on parle plus de telle ou telle conception et de représentation, ce que peut être la franc-maçonnerie que nous présentons ici, mais que, vous savez, nous, on n'a pas l'habitude, on ne dit pas on est franc-maçon, on dit on nous reconnaît comme franc-maçon, on nous reconnaît comme
Mais sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas surtout à aller peut-être dans une piste où je vous aurais frustré, parce que j'aurais commencé, puis je me serais retiré lâchement. C'est toujours difficile de poser la première question. Peut-être que je peux la poser. Je vais me lancer. Pour revenir sur le sujet de l'accumulation de données biométriques, est-ce que justement le nombre de données a augmenté énormément, l'accumulation, j'en parlais, cette accumulation ne va-t-elle pas finalement à l'encontre et au détriment plutôt de la pratique traditionnelle de la médecine générale, où il y avait une conception assez humaniste du médecin de famille. On allait voir le médecin de famille quand on avait peut-être un problème de mal au ventre, mais peut-être aussi d'autres problèmes. Et donc cette accumulation de données crée cette médecine où finalement, qui est une médecine plutôt métrique, où on voit l'individu plutôt avec des chiffres plutôt qu'avec un être humain. Alors est-ce que c'est un progrès d'aller vers cette médecine, ou ne perd-on pas une partie de cette humanité? Bon, c'est une bonne question. C'est le statut des avancées, des analyses au sens large. Lorsqu'on effectue des analyses, c'est bien entendu pour mieux nous connaître, mais c'est pour mieux nous saucissonner. Donc il est évident qu'il faut que le monde médical puisse suivre aussi les découvertes nouvelles et les apports nouveaux. Ici, tous les médecins ne peuvent pas, bien entendu, suivre toutes les formations qui permettent de connaître les nouveaux apports des nouvelles techniques d'investigation. Donc on va effectivement vers une spécialisation, mais on travaille aussi en milieu médical de plus en plus quand même en équipe. On travaille. Il semble en tous les cas qu'il y ait un mouvement pour que le grand patron de service hospitalier ne soit plus celui qui va décider. Il s'entoure d'un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas les mêmes spécialités. Donc on est en train de multiplier les têtes pensantes, celles qui vont devoir décider sur notre corps et sur notre santé, parce qu'il y a effectivement multiplication de tout cela. Je pense qu'au niveau du soin de la médecine, on n'a pas trop à s'inquiéter parce que ce mouvement de travail en commun, je prends du cas de la cancérologie, que je connais un petit peu plus. Dans le cas de la cancérologie, les décisions, les protocoles, par exemple pour des chimiothérapies, sont prises en groupe. Elles ne sont pas prises par un seul médecin, donc qui décide que ce sera tel ou tel protocole ici, donc c'est pris en commun. Et dans ces groupements de suivi, de traitement, on y trouve des personnes qui ne sont pas obligatoirement des personnes attachées aux chiffres et à l'analyse. Donc ils ne regardent pas que ça, ils regardent le comportement de la personne. Regardent si dans son état, eh bien, elle est prête à accepter le traitement. On sait que en oncologie en général, l'état mental compte énormément dans la guérison, dans le pourcentage de guérison. Parce que la cancérologie, c'est quand même le corps qui se refuse lui-même. Il ne s'accepte plus, ou en tous les cas, donc il ne reconnaît plus les cellules qui sont anormales, il les laisse se multiplier, cette information parasite se propage dans l'organe, et puis ensuite elle vient se propager ailleurs, elle vient métastase, donc d'autres organes. Et donc aujourd'hui, l'état mental augmente les chances de survie. Et c'est un réel progrès. L'écueil de cette accumulation, c'est Internet. Ici, c'est Internet et tous les sites sur lesquels, effectivement, on vous propose de faire votre propre diagnostic. Or, Internet, évidemment, ne vous connaît pas votre comportement, ne connaît pas votre manière de réagir, si vous êtes un hyperactif, si vous êtes quelqu'un, au contraire, qui est réfléchi, qui est lent. Non, au niveau Internet, à ce moment-là, on vous demande, effectivement, vos cholestérols, HDL, LDL, on vous demande votre glycémie, on vous demande tout ça, et ça donne un diagnostic. Donc on déshumanise complètement. Donc là, il y a un détournement de l'utilisation de ces données. Et beaucoup d'entre nous sont déjà allés essayer de voir, j'ai entendu parler de telle maladie, la tendance est forte et facile d'aller sur Internet, on tape les quelques petits mots, et puis on trouve toujours des sites qui sont pleins de bonnes envies de vous aider, hein, bien entendu. Donc le danger, il est peut-être plutôt là. La multiplication des données, c'est de trop standardiser, et puis que finalement, vous allez avoir un diagnostic à la mode
chaque fenêtre, quoi. Double vitrage, triple vitrage, telle dimension, c'est un petit peu le problème, c'est vous devenez un code barre. Je t'en prie. Merci. Oui. Oui, développer sur ça la relation avec le médecin. J'ai l'impression, moi, en tant qu'ayant été patiente, de voir que les médecins, surtout à un niveau très spécialisé, ont une tendance à assumer qu'en tant que patient, on ne connaît pas grand-chose. Et en tant que patient, on a le sentiment qu'on fait des tas de tests et que du coup, le médecin a davantage de connaissances sur ce que vous avez et des problèmes de santé que vous pouvez avoir, vous aurez dans le futur, sans forcément vous les révéler. Donc c'est un problème. Est-ce que cette information par rapport à tous ces tests vous appartient également? On n'a pas forcément connaissance parce qu'on ne peut pas toujours expliquer l'étendue de cette connaissance. Les médecins ne communiquent pas tout. Et ça peut être quelquefois frustrant jusqu'à quel point est-ce qu'un médecin devrait avoir l'obligation de dévoiler toute l'information qu'ils ont découvert au cours de ces tests et pas seulement de sélectionner certaines informations. Ai-je envie de savoir ou n'ai-je pas envie de savoir? Et est-ce que j'ai envie de savoir ce que j'attends? Combien d'entre nous, avant d'aller faire une analyse, on a peur? C'est pas l'analyse qui rend malade, déjà au départ. Donc on a envie, je vais faire des analyses parce que, par exemple, eh bien, c'est tous les ans, je vais faire, par exemple, au niveau gynécologie, donc tous les ans, tous les 2 ans, donc il y a un certain nombre de tests à effectuer. Et puis, les résultats, effectivement, donc, vous arrivent ici. C'est là où le mot confiance, je crois, doit s'établir entre le médecin et vous. Parce que certains malades ne sont pas prêts à entendre la vérité tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas envie de l'entendre ici. Et ça, c'est là où le médecin doit sortir de son cadre de lecteur de banque d'analyse et de banque de résultats. Mais très souvent, le médecin possède effectivement à conserver des informations qu'il ne vous a pas divulguées. Dans la grande majorité des cas, si vous pouvez établir un dialogue de confiance en lui disant « Écoutez docteur, j'aimerais autant que vous me disiez tout ce que vous savez ». Le médecin n'a pas, il n'y a pas de raison rationnelle de les garder ici. On n'est plus dans ce grand ça ne servirait à quoi, pas grand-chose. Donc c'est là où la confiance doit montrer que le patient et son soignant sont 2 personnes. Et donc il faut faire passer l'idée que s'il connaît quelque chose, vous aimeriez bien le savoir. Mais est-ce qu'on ose le dire au médecin? On dit, écoutez médecin, vous avez su des choses, vous savez peut-être des choses, dites-moi tout, mais il faut être prêt à l'entendre. Parce que c'est quand même